Merci d'être reçu chez vous sans permission. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une intelligence de mon pays en la personne de Monsieur Gabriel Boukassa. Il est haut cadre du parti politique l'Alliance pour la nouvelle classe libérale, ANCL, parti cher à Monsieur Jules Bavon-Mwamba. Avec Monsieur Gabriel, nous allons parler par rapport à sa vision en tant qu'homme politique. Vous savez, plusieurs arrivent dans la politique sans vision, sans programme. Mais avec lui, nous allons un peu essayer de savoir quelle est sa vision pour la RDC, quelle est sa vision pour la population congolaise. Et puis, il y a 3 sujets auxquels nous allons aussi débattre. C'est vrai, il va lancer un mot par rapport au mois de la femme. Il va aussi frôler par rapport au mandat d'arrêt lancé contre Poutine. Nous allons parler sur la question sécuritaire à l'Est et puis le projet de 145 territoires. Si nous aurons le temps, nous parlerons aussi sur la gestion de la ville de Kinshasa. Vous comprenez déjà que l'émission est à bâton rompu. Monsieur Gabriel, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu. Merci. La santé, ça va? Oui, tout va bien. Bien habillé, hein? Merci. Merci. Nous sommes pendant le mois de la femme. Oui. Le mois de mars est dédié à la femme, surtout le 8 mars, pour célébrer le droit de la femme. Oui. Quel est votre mot à placer là-dessus? Est-ce que d'abord vous êtes un homme genré? Oui. Je crois que tous les hommes sont genrés. Là, je ne crois pas que tous les hommes sont genrés. Naturellement, oui. Vous savez, le mois de la femme, particulièrement ce mois ici, ou même si on parle du 8 mars seulement, avec le thème qu'on a lancé cette année, il est très très important que les réflexions continuent. C'est-à-dire, lorsque je parle de réflexion, il s'agit en fait de réfléchir sur comment rendre le monde des femmes un peu plus digital. Parce qu'on a parlé de la digitalisation, évidemment. Oui. Et là, ce n'est pas prendre le téléphone, aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est voir un peu les activités des femmes, les activités liées au business des femmes, etc. Comment on peut arriver à rendre ce monde, ces activités un peu plus digitalisées. Donc là, c'est justement le cas aujourd'hui de pouvoir avoir un peu plus d'intégration. Et moi, je lance encore un appel pour ceux qui n'ont pas encore commencé, ou surtout celles qui n'ont pas encore commencé, de pouvoir encore réfléchir davantage sur comment aider les femmes à avoir des activités un peu plus digitalisées. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'accès au digital pour les femmes, c'est considérer toutes les femmes qui ont des activités, mais qui n'arrivent pas à bien gérer, tout simplement parce qu'il y a une certaine rationalité qui manque. D'où la digitalisation peut amener quelque chose de nouveau. De l'autre côté, l'accès aux femmes à la digitalisation, c'est considérer d'autres activités liées aux femmes, notamment les soins, par exemple, comment on peut aider les femmes à suivre tout sur le digital. Les soins, disons, parlons par exemple des consultations prénatales, parlons aussi des soins des femmes avant, pendant ou après l'accouchement, etc. Il y a moyen de pouvoir mettre tout cela sur le digital. Alors, est-ce que vous pensez que la femme qui est une paysanne, la femme qui est au fin fond du village là-bas, aura l'accès à cette digitalisation? Est-ce que ça sera facile à elle de parvenir? Je ne peux pas penser, mais seulement je fais un appel de manière à ce que les réflexions soient profondes. Justement, je parle de ce genre de femmes. Les femmes qui ont des activités, mais qui sont dans des milieux qui sont moins digitalisés. Il faut qu'on pousse les réflexions, aller un peu plus loin pour réfléchir et se dire comment on peut intégrer la digitalisation dans les activités des femmes à un niveau plus poussé. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau, parce que le thème concerne la digitalisation. Je ne peux pas penser, mais je pense qu'il est important de faire un appel, de lancer un appel à toutes les femmes qui réfléchissent, et aux hommes aussi, bien sûr, de voir dans quelle mesure on peut pousser les réflexions et arriver à intégrer la digitalisation. Une petite question avant de changer.
J'aimerais un peu je pose cette question à tous mes invités quand nous parlions de cette question de la femme. Êtes-vous d'accord à ce slogan lorsqu'on dit Koliana Mwasi, Koliana Ndoki? Non, je crois que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que on peut trouver des personnes de mauvaise foi chez les hommes, mais autant chez les femmes. Donc ce n'est pas une affaire de femmes, c'est pas une affaire d'hommes, c'est peut-être une affaire d'humanité, qu'on peut avoir des gens de bonne volonté, tout comme on peut avoir des gens de mauvaise volonté. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et voilà, parlons un peu sur le mandat d'arrêt. La CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine, Vladimir Poutine, et sous un mandat d'arrêt. Vous soutenez ça? Je n'ai pas de soutien à émettre, mais je pense que si on doit regarder les choses de près et froidement, vous verrez que la Russie n'a pas signé le statut de Rome. Donc la CPI ne concerne en rien la Russie. Alors c'est comme si la CPI est incompétente pour juger un ressortissant de la Russie. Il y a au moins 100 pays dont Poutine ne peut jamais franchir. Dès qu'il franchit là-bas, il sera arrêté. Évidemment, ça arrive à tout le monde de pouvoir prendre effectivement quelques précautions, mais on peut l'arrêter, on peut tout faire, mais il faut considérer ces éléments juridiques. Si la Russie n'a pas signé les statuts de Rome, donc la Russie n'est pas concernée par ces pays. Mais je peux encore dire que aujourd'hui, c'est une façon pour l'Occident de se discréditer. L'Occident a montré qu'il y a 2 poids, 2 mesures par rapport à ce qu'il fait. Autant la Russie agresse l'Ukraine, autant le Rwanda a agressé la RDC. Mais lorsqu'on regarde sur le plan de prise de décision au niveau international, nous nous rendons compte que la communauté internationale se discrédite. Est-ce que vous voulez dire que cette question de ce dossier du mandat du mandat contre Poutine, c'est en quelque sorte que on peut dire que Poutine a mis les Occidentaux dos au mur? Nous pouvons dire que les Occidentaux se sentent très mal à l'aise par le fait que il y a un ordre mondial qui est en train de se dessiner et qui les échappe. Et par rapport à ça, ils veulent prendre les mesures qui peuvent les aider à se protéger. Je parle de l'Occident, bien sûr. Parce que si on regarde bien la Russie aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Russie, c'est tous les pays de BRICS. Et donc, c'est toute une communauté, tout un système qui se met en place. Et ce système, la Russie est dedans, et la Russie pilote. Et donc, ça veut dire que ce système met un peu mal à l'aise l'Occident. Et donc, il voudrait bien voir ce système se... Mais quelque part, vous pensez aussi que Poutine aussi en fait de trop, non? Il faut bien regarder les enjeux au niveau international. Lorsqu'on dit que Poutine en fait de trop, vérifier de l'autre côté qui est en face de Poutine. Qui est en face de Poutine, c'est les États-Unis. Et donc, entre la Russie et les États-Unis, c'est toujours la guerre de l'hégémonie. Mais par rapport au droit international, il y a aussi la question humanitaire. Vous comprenez, donc les États-Unis est dans ce prérogative de venir à l'aide, de soutenir l'Ukraine, non? Ce n'est pas seulement question de venir en aide à l'Ukraine, mais c'est de voir avant, en amont, qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque les États-Unis mettent ses bases militaires un peu partout, jusqu'à la frontière de la Russie, on parle d'une situation normale. Mais lorsque la Russie veut se protéger, la situation devient anormale. Si on commence déjà à ce niveau-là, vous allez voir que la guerre de l'hégémonie commence à ce niveau-là. Évidemment, les États-Unis, pour ses intérêts, soutiennent l'Ukraine parce qu'ils savent qu'ils avaient des activités en Ukraine. Voilà. Et voilà, parlons un peu entrons dans le vif du sujet. Monsieur Gabriel Bokassa, vous êtes un homme politique. Quelle est votre vision pour ce pays? Bon, je ne peux pas dire ma vision. Le parti
cher au président Jules Bavon-Mwamba, c'est l'ANCL, l'Alliance pour la nouvelle classe libérale, qui est un parti de droite, qui est un parti qui soutient l'initiative privée, qui est un parti qui soutient le libéralisme économique. Et donc, moi, personnellement, j'ai trouvé que j'adhère à cette vision de voir les choses de cette façon. Pourquoi? Parce que l'initiative privée est quelque chose qui soutient l'État. Lorsque vous créez la richesse, vous amenez un peu plus de richesse à l'État. Et donc, c'est à ce niveau-là que, personnellement, j'ai pensé soutenir cette vision. Mais, ici, nous sommes dans un autre type de vision. Un autre type de vision, c'est peut-être ma vision parce que, en tant que futur candidat, je pense qu'il y a toujours une pierre qu'on veut apporter pour contribuer à la gestion de la chose publique. Et ça, c'est lorsque vous regardez notre pays, vous trouvez qu'il y a un besoin, par exemple, d'avoir des outils juridiques qui favorisent l'initiative privée au niveau du pays. Vous insinuez quoi quand vous parlez? Soyez un peu explicite. Des outils juridiques. Oui, quand je parle d'outils juridiques, vous voyez en cela des lois, par exemple. Le pays en a besoin. Favoriser l'initiative privée des nationaux. Favoriser l'initiative privée des jeunes. On a vraiment besoin de textes qui consacrent cela. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut être encore pour un candidat député? Deuxièmement, j'ai dit, le pays a aussi besoin des outils juridiques, donc lorsque je parle de loi, qui permettent à ce que les jeunes, que l'État investisse en l'homme. L'investissement en l'homme, c'est quelque chose qui doit être consacré dans des textes. Et quand je parle de l'homme, je voudrais plus insister sur le jeune homme, parce que c'est l'avenir du pays. Et donc ça, c'est des éléments importants qui sont des pierres que nous pouvons apporter à la construction du pays. Et comme je dis toujours, cela fait partie de ma profession. Sur le plan de la santé, nous avons 3 piliers importants qui tiennent la santé. Il y a les infrastructures, il y a le personnel et puis le médicament. On parle longuement on a même légiféré sur les 2 autres, mais aujourd'hui on parle très peu du médicament. On légifère très peu du médicament. Il y a des textes législatifs, mais qui ont besoin d'être mis à jour. Et donc là, il faut apporter aussi à la gestion de la chose publique une contribution dans ce sens. Ça, c'est vraiment sur le plan de vision. C'est pour cette raison que nous voulons vraiment apporter, mais ce n'est pas tout. Un député doit être la personne qui prend tout ce qu'il y a comme problème, suggestion, etc. de la base pour amener au niveau plus élevé. Je rappelle que nous ne sommes pas encore arrivés pendant la propagande. Oui. Mais j'aimerais dire ceci. Revenons un peu en arrière en parlant des outils juridiques. Vous êtes sans ignorer ce qui se passe dans notre pays. Les organes de la loi tombent dans des corruptions. Les organes de la loi commettent de bavures. Il y a eu la vidéo récente d'un magistrat qui torturait une femme là. Dites-moi un peu. En fait, quels seront le mécanisme pour pallier pour que ces genres de situations n'y arrivent plus? Est-ce qu'il y a-t-il pas aussi un problème de casting dans le choix des organes de la loi, dans le choix de la magistrature? Il y a des abus qui peuvent relever simplement des hommes et d'autres abus qui peuvent relever des systèmes. Lorsque ça relève d'un système, alors il y a un vrai problème. Mais aujourd'hui, regardons un peu, voyons un peu l'aspect, par exemple, de lutte contre la corruption prôné par le chef de l'État
et pour lesquels tous les Congolais vraiment mettent la main sur le cœur, et tous les Congolais veulent vraiment voir cet aspect avancé. Pourquoi je parle de la lutte contre la corruption? Regardez ce que le chef de l'État a fait. 1. Redynamiser la Cour de comptes. 2. Redynamiser l'inspection générale des finances. 3. Il a encore mis en place l'agence de lutte contre la corruption. Mais apparemment, c'est nul les centres. Oui, attendez un peu, je continue. Et dernièrement, le Centre national de renseignement financier. Ici, j'évoque les outils, l'arsenal qui est mis en place, oui, qui témoigne de la volonté du chef de l'État à pouvoir lutter contre la corruption. Maintenant, le problème se pose au niveau des animateurs de ces institutions. Et aujourd'hui, on a constaté que le maillon le plus faible de la lutte contre la corruption, c'est au niveau, malheureusement, des cours et tribunaux. C'est à ce niveau qu'on se rend compte que les choses se passent. Avec l'indépendance de la magistrature, le magistrat se sent un peu plus libre dans son action, mais malheureusement, nous trouvons que cela ne cadre pas avec l'aspiration de la population, et ça devient un problème. C'est à ce niveau, je pense, qu'il faut travailler, et c'est à ce niveau qu'il faut vraiment faire une bonne mise à jour au niveau du système. Monsieur Gabriel Bokassa, oui, malgré l'arsenal juridique que vous venez de citer ici, il y a toujours les détournements de fonds publics. Il y a des millions qui se volatilisent. Je viens de le dire. Je viens de dire que si, au niveau de l'officier du ministère public, on ne sent pas l'action du magistrat qui agit, du juge qui dit le droit, alors les détournements vont continuer. De deux, ça c'est peut-être une suggestion que je peux lancer. Pourquoi ne pas créer une juridiction où il y a un procureur qui est chargé uniquement des questions liées à la corruption, à la fraude, au détournement, etc. On a juste un procureur pour ça. Parce que ce problème se pose avec acuité dans notre pays. Ça a commencé depuis des dizaines d'années dans notre pays, et il faut des médications un peu plus poussées, un peu plus fortes. En parlant de structures qui peuvent peut-être gérer ce système, est-ce que vous ne voyez pas aussi, il faudra aussi donner à chacun ses prérogatives, parce que quelque part d'autres personnes se plaignent du comportement de l'IGF. Là je vois M. Alinguetti, certains l'appellent le directeur général des directeurs généraux, vous comprenez. Des fois il prend des décisions contre peut-être les normes possibles des entreprises, vous comprenez. Lorsqu'il dit que non, je prends le cas récurrent de la ASNEL. Oui. Il devait être payé, malheureusement, c'est l'IGF qui avait refusé. À tel point qu'il y a eu un peu trop de maquillés là-bas, par après la situation a été décomptée. Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen qu'on puisse revoir à chacun ses attributions, oui, pour éviter l'excès des ailes, l'excès de pouvoir? Oui, je ne sais pas s'il s'agit de l'excès des ailes, mais c'est plutôt de la prévention. Dans notre pays, parfois, on ne respecte pas nécessairement les procédures. C'est peut-être question de respecter certaines procédures, mais aussi au niveau de l'IGF, ayant constaté qu'il y a beaucoup de détournements, l'IGF commence à faire un peu plus de la prévention, c'est-à-dire on agit en amont pour éviter justement qu'il y ait déviation. Et quand on agit en amont, ça peut léser certaines personnes, mais aussi de l'autre côté, ça peut aider à ce qu'on puisse canaliser peut-être une action de manière à ce qu'on évite une déviation. Certaines personnes, lorsqu'il s'agit d'une prévention, on ne perçoit pas directement qu'on a sauvé quelque chose. C'est un peu aujourd'hui, si vous commencez à faire un peu plus de sport chaque jour, personne ne comprendrait que vous avez évité plusieurs maladies. Donc c'est un peu de la même façon que nous voulons évoquer cette situation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de voir les prérogatives ou les attributions. Je pense que chaque poste ou chaque institution a certainement son cahier de charge, et on peut bien suivre cela. S'il y a réellement déviation, je pense
qu'on doit agir à ce niveau. En parlant de la vision par rapport sur le plan sanitaire, vous avez dit il faut construire des hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit qu'il y a 3 piliers. J'ai parlé du médicament, des infrastructures. Oui. Mais vous ne voyez pas aussi que pendant les quinquennats du chef de l'État, cette situation, en tout cas, tarde encore? Je ne sais pas sur base de quoi vous avez lancé cela. Moi, je viens de l'intérieur du pays. J'ai été voir un peu ce qui se passe ailleurs. Je peux vous garantir, malheureusement, ce n'est pas seulement sanitaire. Le programme de 145 territoires. Comme on dit, va en parler. Oui, justement, c'est ce programme-là de développement à la base est déjà en œuvre par rapport à la question que vous m'avez posée. C'est comme ça que je viens de l'évoquer maintenant, tout simplement parce que vous dites que ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. La santé... Quels sont les nouveaux hôpitaux construits? Oui, effectivement. Aller dans des centres de santé, même à l'intérieur du pays, vous allez voir, c'est catastrophique. Effectivement. Les hôpitaux construits, c'est pas très loin d'ici. Si vous allez à Mamaemo, vous allez voir que... Et puis évidemment, lorsqu'on parle de construction, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Vous allez voir que les travaux évoluent et sont très avancés. L'hôpital Mamaemo, je parle de Mamaemo. Avec la superficie de Kinshasa, juste une seule formation hospitalière Mamaemo ne suffit pas. Donnez-moi le temps. Allez-y. Je parle de l'hôpital, j'ai parlé de Mamaemo juste pour que tout le monde reconnaisse. Mais en fait, c'est l'hôpital général provincial de référence. Oui, oui. En dehors de ça, toujours ici à Kinshasa, si vous allez aujourd'hui au niveau, par exemple, du camp Lufungula, l'hôpital du camp Lufungula est ouvert au public. L'hôpital du camp Tchatch est ouvert au public. L'hôpital de camp Kokolo est ouvert au public. Ces 3 hôpitaux de l'armée et de la police sont des hôpitaux complètement réhabilités et modernisés. C'est déjà beaucoup en termes d'hôpital. Mais la santé, ce n'est pas seulement les hôpitaux, c'est aussi les centres de santé. Voilà pourquoi je parlais de ça. Aujourd'hui, les centres de santé sont en train d'être construits. Où? Moi, je viens particulièrement de l'Équateur. Je peux vous garantir, j'ai des photos des chantiers ici, que les centres de santé sont en train d'être l'Équateur, précisément, ou en Bandaka? À Makanza. À Makanza. Quittons les villes. Quittons les villes. Allons dans les territoires. Allons dans les territoires. J'ai vu des ingénieurs qui viennent de Bikoro. J'ai vu des ingénieurs qui vont à Lukolela, etc. Je peux vous citer encore. Et c'est au niveau des territoires que le travail se fait. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui est en ville qui va dire que rien ne se fait. Mais ce n'est pas en ville. La RDC, ce n'est pas la ville de Kinshasa ou seulement les grandes villes. Non. La RDC, c'est aussi les territoires. Et ces territoires sont dans des conditions, les habitants de ces territoires sont peut-être dans des conditions plus difficiles que dans nos villes. Et lorsqu'on commence à travailler dans un programme comme celui-là, à construire des centres de santé à ce niveau, c'est à ce niveau ici que vous allez dire oui, les choses évoluent. Mais on aura les résultats, mais maintenant on est vraiment en phase de chantier. Laissons les choses évoluer. Moi j'ai des photos des chantiers, je peux vous montrer, mais ce que ça évolue, pour que tout le monde se rende compte. Il y en a même, ils m'ont dit non, écoutez, nous allons terminer au mois d'avril et on va terminer. Donc les constructions évoluent. Nous pouvons revenir à la vision du parti que vous défendiez. Oui, oui. Vous êtes un parti qui défend, vous prônez la nouvelle classe politique libérale. Oui, oui. Est-ce qu'on peut au moins comprendre? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la nouvelle classe libérale, oui, il s'agit de l'initiative privée. Il s'agit de créer une classe d'entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils sont prospères, ils amènent de la richesse à l'État lorsqu'ils commencent à payer des taxes. Et ça, principalement, ils amènent la richesse, ils créent une nouvelle classe moyenne et puis ils créent des emplois. Donc, il y a ces éléments. Et pour qu'on y arrive,
Ce n'est pas seulement, comme on dit aujourd'hui, non, il faut commencer à faire ceci, non. Il faut mettre en place tout un cadre, tout un système qui commence par peut-être un système bancaire qui va aider les nationaux surtout à pouvoir réellement avoir accès au crédit, etc., pour pouvoir aller un peu loin lorsqu'ils veulent vraiment entreprendre et aller vers les initiatives privées. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire, de l'autre côté, au niveau du parti, cela n'est pas quelque chose d'utopique. Au niveau de notre parti, c'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose de concret. C'était lorsque je dis de concret, ça veut dire que nous sommes dans cette vision, nous sommes, peut-être c'est à petite échelle, mais au moins on est dans cette vision. C'est-à-dire aider telle maman, aider telle autre personne à pouvoir lancer son business qui peut être un petit business, mais qui lui permet de devenir indépendant. C'est là que nous créons la nouvelle classe libérale. Si ce business prospère, la personne a accès à une richesse qu'elle a créée. Et c'est à ce niveau que la richesse créée amène la prospérité dans le pays. Créer une classe libérale, c'est bien bon. Oui. Est-ce que vous ne pensez... Écoutez, tout le monde n'est pas né entrepreneur. Oui. C'est vrai, on apprend au jour le jour. Oui. Est-ce que vous n'avez pas pensé à certaines formations dispensées aux jeunes, oui, aux femmes, aux vieux qui veulent, dont vous souhaitez qu'ils puissent devenir entrepreneurs, parce que ce n'est pas facile, vous comprenez. Qu'est-ce que vous avez pu penser par rapport à parler de cette situation? J'en sais quelque chose. Allez-y. Vous avez tout à fait raison. Un entrepreneur a besoin d'être formé, et a besoin d'être formé peut-être sur son état d'esprit, parce qu'un entrepreneur ne fonctionne pas comme un salarié. Un entrepreneur a besoin de certains outils pour pouvoir mieux travailler, une certaine façon de voir le monde pour pouvoir... Comment gérer? Oui, gérer, mais une certaine vision du monde pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour cette raison que, si vous m'avez suivi, j'ai parlé de mettre en place un cadre. C'est-à-dire, l'initiative privée, c'est tout un cadre. C'est tout un système qu'on met en place qui permet à un entrepreneur du secteur, par exemple, de l'immobilier, de pouvoir prospérer dans l'immobilier, de trouver les outils de son travail. Comment? Non. Comme un immobilier. Aujourd'hui, ils sont toute une multitude, hein, qu'on les appelle des commissionnaires, des courtiers. Oui. Comprenez. Comment? Peu importe les comment, peu importe le secteur. J'ai donné juste un exemple. Oui. Mais quelqu'un qui se lance dans un domaine, d'abord, il y a le fait qu'il aime ce domaine. Et donc, il va chercher les outils pour apprendre. De deux, il a peut-être besoin d'avoir accès à un crédit pour vraiment lancer une affaire qui soit prospère, etc. Et s'il veut maintenant avoir un crédit et qu'il trouve des conditions difficiles d'accès au crédit, alors là, son rêve commence à être mis au frigo. Mais donc, tout ça, ça fait partie du cadre. Nous ne pouvons pas dire, voilà, pour tel secteur, c'est ceci, pour tel autre secteur, c'est cela. Non, c'est mettre en place tout un cadre. Je ne voudrais pas donner des détails ici, mais je parle de mettre en place tout un cadre qui permet à ce que les entrepreneurs puissent aller de l'avant. Voilà, si nous entrons dans les détails, ce sera on risque de demander encore 1 heure de plus. Et voilà. Parlons un peu de cette question sur l'insécurité à l'Est. Oui. Le chef de l'État, lors de son accession au pouvoir, après quelque temps, il nous avait dit qu'il se sentira président de la République lorsque la guerre de l'Est prendra fin. Il avait encore ajouté qu'en 2022, il n'y aura plus de guerre. N'est-ce pas un aveu d'échec? Ce n'est pas un aveu d'échec. Il y a le fait que l'action est lancée, que le président de la République est en action. La première chose que je voudrais évoquer ici, c'est que tout est parti de l'état des sièges. Moi, je peux le dire. Mais est-ce que l'état des sièges n'a pas produit les effets? Comme quoi? Les M23 continuent à massacrer. Non, ce n'est pas ça. Je veux même les images, ils sont allés même tuer le bœuf d'autrui. Vous imaginez un peu. Oui, allons plus loin. Les M23 sont venus et pendant que l'action se faisait, mais grâce à l'état des sièges aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de traîtres dans l'armée.
Ça, c'est pas quelque chose de positif. On a déniché des traîtres dans l'armée, tout simplement parce qu'il y avait l'état des sièges. Grâce à l'état des sièges aujourd'hui, on s'est rendu compte que les groupes armés, y compris les terroristes, ont encore jusqu'aujourd'hui des complices dans la population même. Ça, c'est pas quelque chose de positif. Personne n'en parlait avant. Quels sont les résultats escomptés? Quand même, on a déniché les traîtres. Attendez, je suis en train d'évoluer. On déniche les gens, on les traduit en justice. Mais la guerre continue. Et on évolue. La guerre continue. Oui. Nous étions à quel niveau avec notre armée? Moi, je voudrais d'ailleurs que les Congolais comprennent, tous les Congolais comprennent, que pendant qu'on parlait négociation, on devait former les jeunes. Comme je parle de traîtres dans l'armée, on devait former des jeunes qui ont un autre état d'esprit pour le combat. Vous avez vu comment l'appel du chef de l'État a mobilisé les jeunes. D'ailleurs, je vais inviter encore des jeunes à continuer à aller se faire former. 2. Pendant qu'on parle négociation, nous devons nous armer en logistique militaire. Dieu merci, on continue à acheter les armes, les munitions, mais il faut encore dire que ce qui est acheté aujourd'hui est impressionnant par rapport à ce que nous étions avant. Et grâce à cela, tous ces gens qui ont des velléités hégémoniques... On achète les armes, malheureusement, le chef de l'État n'est pas en mesure de déclarer la guerre contre le Rwanda. Ok. Est-ce qu'il y a une raison de déclarer la guerre contre le Rwanda aujourd'hui? C'est moi qui pose des questions. Oui, oui. Je suis justement en train de poser la question pour ne pas chercher une réponse. Vous n'y pensez pas? Non. Ce n'est pas une évidence. Aujourd'hui, sur le plan stratégique, nous ne pouvons pas déclarer la guerre au Rwanda. Comment ça? D'abord, le Rwanda a bâti son système. On va seulement prier alors. Un instant, laissez-moi le temps de parler. Allez-y. Le Rwanda a bâti son système sur la victimisation. Ils ont crié partout dans le monde qu'ils sont victimes, qu'on a massacré, on a massacré les Tutsis, etc. Aujourd'hui, ils ont tenté même de pouvoir dire que l'État congolais est en train de massacrer les Tutsis à l'Est. Ils ont tenté de faire croire au monde entier que les Congolais sont des génocidaires. Alors, vous déclarez la guerre au Rwanda. C'est pour leur dire que réellement, vous êtes des génocidaires. C'est pour leur donner l'occasion de pouvoir dire, voilà les génocidaires qui nous attaquent. Ils veulent nous exterminer. Mais nous n'avons pas besoin d'attaquer le Rwanda. Nous n'avons pas besoin de déclarer la guerre. Nous défendons notre territoire. Nous voulons les sortir de notre territoire. Et chaque fois que nous avançons, vous pouvez le constater, la communauté internationale se met debout pour dire arrêtez un peu, cessez les feux, on veut négocier. Mais ce n'est pas parce qu'on a retrouvé une certaine largesse de la part des Congolais eux-mêmes. Nous donnons la chance à la paix, comme l'a dit le chef de l'État. Et quand nous donnons la chance à la paix, c'est pour dire que si vous, communauté internationale, vous êtes sûr que ces gens-là vont partir, alors voyons voir. On a tenté plusieurs fois, ils ne sont pas partis. Le président Macron est venu. Il a commencé à parler de cesser les feux, de paix, etc. J'ai aimé la réaction du président de la République. Il lui a dit clairement, je croirai quand je verrai. Mais Macron aussi a dit au chef de l'État que vous êtes incapable de mettre fin à la guerre qui se passe dans votre pays. Non. On lui place d'accuser les autres. Ne parlez pas d'être incapable. Quelle armée nous avions? Une armée infiltrée totalement, du sommet à la base. C'est avec cette armée qu'on allait gagner la guerre. À qui revient la faute? Ce n'est pas au président Félix. N'est-ce pas qu'on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a pas de mauvais chefs? Ce n'est pas... Regardez d'où on est parti. Cette armée a été infiltrée. Madame, donnez-moi le temps de parler, sinon je ne veux pas développer mes points de vue. L'armée que nous avons aujourd'hui a été détruite plutôt depuis l'entrée de l'AFDEL. Je dis bien l'armée a été détruite. L'armée a été infiltrée. L'armée a été réduite à néant. Le militaire a été clochardisé. On trouve cet état de choses et on commence à remettre les choses.
Il faut plutôt féliciter le régime actuel, le chef de l'État, pour avoir d'abord mis en place une loi de programmation militaire. Ça n'a jamais existé. On connaît aujourd'hui le budget qu'on alloue à l'armée chaque année. On connaît aujourd'hui comment on peut travailler, faire en sorte que notre armée monte en puissance. Depuis quand avez-vous entendu parler, par exemple, des recrutements massifs des jeunes Congolais? Laissez-moi vous relancer. Lorsque vous dites que le chef de l'État a trouvé une armée qui était complètement détruite, oui, mais ce même chef de l'État qui avait dit dans ses propos, j'ai trouvé l'armée bien organisée. Quelle contradiction! Non, suivez les interviews avant. Suivez les interviews avant, lorsqu'il a parlé de l'omerta, lorsqu'il a parlé de l'omerta, de la mafia qui existait. Suivez lorsque le chef de l'État a évoqué le fait que on lui a donné un chiffre des militaires au front qui n'était pas vrai, etc., etc. Aujourd'hui. Et je vous rappelle encore, il était d'abord contre de dire que non, que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Aujourd'hui. Il y a les vidéos. Non. Avant, on n'avait pas le M23. Le M23 est venu. Lorsqu'on commençait les négociations pour les groupes armés, on ne parlait pas d'M23. Le M23 est venu. Et il y a eu des évidences qui ont montré que sur notre sol, il y avait des soldats rwandais. Ces évidences ont permis à ce qu'on puisse démontrer au monde entier que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Il ne s'agit même pas des Congos, il s'agit pas des Congos, il s'agit du Rwanda. Mais le chef de l'État n'arrivait pas à pointer du doigt au Rwanda, il y a eu un temps, non? Non. Même l'opposition, la classe politique fustigée. Non, suivons les choses de près. Lorsqu'on a commencé avec les groupes armés, la négociation avec les groupes armés, il n'y avait pas de M23. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y avait pas d'M23. Et en évoluant, le M23 est venu. Et comme toujours, on pensait aux Congolais et finalement on s'est rendu compte. Quand je parle de se rendre compte, c'est avec des faits. Nous pouvons dans notre tête dire que ce sont les Rwandais, mais nous devons le démontrer. Et nous avons démontré à la face du monde que le Rwanda est à la base de tout ça. Et le chef de l'État a dit, nous avons des preuves que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et quand on va au fond, on commence à se rendre compte qu'il y a des traîtres dans l'armée qui donnent des informations à l'ennemi pour que notre armée ne réussisse pas dans sa mission. Monsieur Gabriel, il y a des traîtres dans l'armée est infiltrée. Oui. Mwanga Chuchu est arrêté, le puissant, l'homme fort, le richissime, oui. Il est arrêté. Vous ne voyez pas, il y a une photo aussi à Mwanga Chuchu et le chef de l'État. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de l'imbroglio là-dedans? Non, c'est pas une raison de dire. Le chef de l'État, la personne la mieux renseignée de tous. Okay. Comment se fait-il? Mwanga Chuchu avait même fait son adhésion à l'Union sacrée, non? Mwanga Chuchu, la photo que vous avez vue, c'était lors des consultations. Vous regardez, c'est une photo lors des consultations. Les services de sécurité, les services de renseignement n'ont pas pu détecter qu'il était parmi les infiltrés. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qui a donné l'information aujourd'hui si ce n'est pas le service de renseignement militaire? Après avoir détruit ce pays... Il faut toujours moi je ne connais pas très bien les méthodes, je ne suis pas membre des services de sécurité, je ne connais pas très bien les méthodes de sécurité, mais je fais foi au fait que lorsqu'on sort des évidences, personne ne peut rien dire. Hier, si on dit Mwanga Chuchu, je ne sais pas, nous vous arrêtons pour tel ou tel effet sans évidence, la première chose, c'est qu'on va dire la communauté Tutsi se victimise, crie au génocide, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme évidence, personne ne sait prononcer ce mot. Il faut toujours qu'il y ait des évidences. Et d'ailleurs, en justice, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, il y a des preuves. Et il est arrêté en flagrance. Ce n'est pas qu'on l'a arrêté parce qu'on l'a accusé. Non, les faits sont là. Les faits font qu'on l'arrête. Il sollicite la liberté provisoire. C'est tout à fait normal. Parce qu'il est en justice. Il ne peut pas ne pas solliciter. Ça fait partie... Nous savons tous la manière dont ça se termine. On arrête bien et puis par après, oui. il est relaxé. Moi, je ne suis pas juge.
je fais confiance à notre justice. Le fait de demander la liberté provisoire fait partie des règles du jeu. Demander la liberté provisoire n'est pas dit qu'on va l'accorder nécessairement, mais on ne peut pas ne pas demander. De deux, il faut retenir que on a trouvé des armes dans un coin du pays où il y a l'état des sièges. Et donc, par conséquent, il est jugé en fonction de l'état de siège. Donc, ce n'est pas une situation normale. Il faut prendre tous ces éléments. Moi, je ne voudrais pas que les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Non, au contraire. Si on demande mon avis, tout ce que je dirais aujourd'hui, c'est que nous sommes à un tournant décisif dans ces pays. Et que nous devons tous nous souder. Nous devons tous nous souder derrière le chef de l'État et derrière nos forces armées. En parlant de l'état des sièges, je me souviens, Oui. Je me suis souvenu d'un audio dont le chef de l'État a dit que, là c'est en Ituri, que l'état des sièges est une idée qui émane de notables de l'Ituri. C'est pas un problème. Pourquoi ne pas s'assumer? C'est pas un Apparemment, le chef problème. d'État se plaint beaucoup. Il n'aime pas s'assumer. Non, c'est pas qu'il n'aime pas s'assumer. Il Lorsqu'il y a une défaillance, voudrait simplement il dire accuse les autres. Non, qui a dit que l'état des sièges a échoué? Non, il voudrait simplement Mais montrer... la guerre continue. Est-ce que ce n'est pas un échec? Non. En quoi c'est la réussite? La Dites-moi un peu. guerre, on le connaît quand on commence. On ne sait pas toujours quand on finit. Et vous en une faites guerre. un prétexte, pourquoi? C'est pas un prétexte. Je vous ai donné les éléments de terrain. L'armée qui devait faire la guerre s'est rendue compte qu'à l'intérieur, elle était infiltrée. Elle était déjà affaiblie. C'est-à-dire, vous avancez, l'information est déjà chez l'ennemi. Nous sommes en réunion et quand je sors, l'ennemi a déjà l'information. Ça, c'est quelle armée? Et c'est ça l'image qu'on donne au monde entier. Et c'est ça qui fait que certaines personnes disent, non, l'armée de la RDC, on ne peut pas compter sur ça. Non, comptons sur l'armée parce que hier c'était pire qu'aujourd'hui. Nous avons, je peux le confirmer, je ne suis pas attitré pour dire, mais je sais que la logistique militaire que nous avons aujourd'hui est impressionnante. Les jeunes qui se font former massivement impressionnent aussi. En quoi? Nous, on n'a jamais eu ça. Mais on n'a pas de résultats escomptés. On est en train d'avoir des résultats. Et le chef de l'État nous a dit, vous avez vu, ils sont venus encore une fois de plus pour nous dire, cessez les feux. Attention, cessez les feux pendant que l'armée avançait. Alors, il y a un peu d'accalmie, mais personne ne vous a dit que l'armée a croisé les bras. On continue à travailler sur terrain. C'était une erreur d'intégrer l'EAC? Non, l'idée de départ n'était pas une erreur. L'EAC, pour nous qui sommes à Kinshasa, on ne va pas comprendre. Mais pour moi j'ai fait tout le tour du pays. J'ai fait tout le tour du pays. Je connais tout le pays. Et si vous êtes à Goma, si vous êtes à Bukavu, même vers le nord, le Grand Nord, Butembo, Beni, etc. Si vous êtes à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les importations viennent de l'Est. On importe par l'océan Indien. Et quand vous arrivez au niveau du port et au niveau du transport jusqu'à Goma ou à Bukavu, les Congolais étaient moins favorisés sur le plan des taxes et sur le plan des frais des importations. Tout simplement parce que nous ne sommes pas pays membres de la communauté économique de l'État, de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Et donc, le fait d'intégrer une communauté économique veut dire que les Congolais, tous les Congolais qui sont à l'Est vont bénéficier des avantages d'importer par l'Est. Même à Lubumbashi, on vient par Dar es Salaam. Donc ça veut dire que c'était très important pour que les Congolais puissent vraiment profiter lorsqu'ils importent le transport, le passage, par exemple, de Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi ou à Bukavu, etc., ou du Kenya. Et donc ça, c'était une très bonne idée. Moi, j'ai vraiment salué ça. J'avais trouvé que c'était génial. Et où en sommes-nous? Aujourd'hui, il y a un autre facteur qui intervient. Une autre donne qui vient s'ajouter et qui montre que face à une situation sécuritaire,
Ce sont les États de l'Afrique de l'Est qui nous posent plus de problèmes que d'autres États. Et donc, par conséquent, il faut être conséquent. Créer d'autres voies qui permettront à ce que les Congolais puissent continuer à importer et importer de façon plus efficace et efficiente. La question sécuritaire de l'Est est tellement très vaste. Oui, oui. Nous ne serons pas en mesure de continuer d'en parler. Nous parlons d'autres sujets sur le projet de 145 territoires. À quel état d'esprit avez-vous reçu ce projet? Avec beaucoup d'enthousiasme. Comment? Je viens de le dire, moi je connais ce pays. J'ai parcouru toutes les provinces de ce pays. Et quand je dis province, il ne s'agit pas des grandes villes, il s'agit des milieux les plus reculés. Des endroits où vous n'imaginez même pas que les gens existent. J'ai traversé la forêt équatoriale, j'ai traversé les savanes, etc., dans ce pays. Et lorsque je vois les conditions de vie des populations, je ne pouvais que dire, au moins il y a un programme qui va sauver la RDC. Lorsque je vois les conditions dans lesquelles travaillent certains administrateurs de territoire, vous ne pouvez pas imaginer. Mais le programme de développement à la base, comme on dit, vient pour construire les bâtiments administratifs pour les administrateurs de territoire. C'est très important. Construire les écoles, construire les centres de santé. En parlant seulement de ça, c'est très important, madame. Je voudrais encore ajouter un fait. Avant qu'on parle des réseaux sociaux, les gens ne savaient pas, mais nous savions qu'il y avait des enfants qui étudiaient dans des écoles de fortune. Nous savions qu'il y a des centres de santé qui n'ont de centres de santé que de nom. Parce que c'était ça notre travail, de parcourir les villages, les territoires, les secteurs, les localités. Et on savait que c'était ça la situation du Congo profond, comme on dit. Les réseaux sociaux ont fait que il suffit que quelqu'un passe quelque part et puis on prend une vidéo, on dit voilà, ça c'est chez tel ou chez tel. Non, c'est dans tout le pays qu'on trouve cette situation. Et lorsque le chef de l'État arrive et dit on va lancer le programme de 145 territoires de développement à la base, je vous dis que c'est très, très salutaire. Est-ce que ce n'est pas un autre projet de trop? Où en sommes-nous avec le projet de Tchilé-Gilou? Où en sommes-nous avec le projet le projet qu'on a construit, le projet 100 jours? Oui. C'est toujours du fiasco. Ce n'est pas un projet de trop. Un projet de trop qui permette à ce que les gens puissent encore détourner davantage, s'enrichir. Oui, merci pour la question, mais je vais d'abord finir ce que je suis en train de dire. Allez-y. Il s'agit d'un programme qui a plusieurs aspects. Et ici, je suis en train d'évoquer l'aspect construction. D'abord, j'ai vu de mes yeux comment on a engagé beaucoup d'ingénieurs. Jeunes surtout, les jeunes ingénieurs. 2, avec ce programme, j'ai vu comment les populations locales ont dû avoir de l'emploi. Et 3, le développement de ces infrastructures vont vraiment changer le visage de nos territoires. Et ça, c'est très important. Mais pourquoi on ne parlerait pas d'un projet de plus? Mais on développe un pays en faisant des plans, en faisant des programmes. Et donc, quand je parle des plans, ce seraient des plans stratégiques, ce seraient des plans opérationnels, ce seraient des programmes, etc. C'est ça qui développe le pays. Et lorsqu'on met en place un projet, ça veut dire qu'on veut répondre à une situation spécifique d'urgence. Malheureusement, les projets précédents n'ont abouti à rien. Non, ont permis à ce que les gens s'enrichissent d'une manière insolente. Dire que ça n'a abouti à rien, c'est trop fort. Si vous réalisez un projet à 80%, je ne peux pas dire que ça n'a Comme quoi c'est réalisé à 80%? 100 jours, il y a eu des réalisations. Comme quoi, le saut des moutons seulement? Non. Pourquoi vous parlez des sauts des moutons? L'hôpital de Kanchach a été construit avec quel projet? C'est pas 100 jours. L'hôpital de Kanlofongola, Kankokolo, etc. C'est pas 100 jours. Ça a été réhabilité ou construit? Non, je parle oui, réhabilitation, construction, c'est même modernisé. Il y a des écoles qui ont été construites dans le projet 100 jours.
Il y a, vous avez suivi, etc. À Mbujimayi, je crois qu'on a livré toutes les maisons préfabriquées. Je ne sais pas où on en est par rapport au montage, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas que ça n'a pas abouti, ça n'a abouti à rien. Le projet Tchilé-Gelou a été un projet principalement de routes secondaires. Mais allez visiter la commune de Nguéringiri. Allez visiter la commune de Kassavubu. Allez visiter. Kassavubu, il y a quoi là-bas? Allez visiter ces communes. C'est trop sale, non? Non, ce n'est pas le problème. Il y a juste un tronçon qui sort, qui sort vers Lupin. Là-bas, il n'y a que ça, non? Non. Dans toutes les 24 communes, il n'y a que ça. Vous connaissez il n'y a que ça. Est-ce que vous connaissez l'avenue Makanza? Est-ce que vous connaissez l'avenue Makanza? Si vous connaissez l'avenue Makanza, allez visiter l'avenue Makanza en Nguéringiri. Je donne cet exemple. On est, pendant que nous parlons, en train de construire l'avenue, je crois que c'est Birmanie ou Chaba. Non, l'avenue là, ça doit être Chaba. Pendant presque 5 ans, il n'y a que ça. Attendez, le projet Tchilé-Gelou, vous allez par exemple à Mbinza-Ozone, vers la station, vers le lycée Tobongisa, il n'y a plus de bouchons parce que une route secondaire a été construite qui sort qui quitte le lycée et qui va vers le champ de tir vers Sola. C'est une route secondaire. Je parle des routes secondaires. Oui. Si vous allez à Mbujima et le projet Tchilé-Gelou, les constructions des routes sont là. Si vous allez à Kalanga, alors à Massina, à Kingasani, allez même plus loin, allez au-delà de Massina, et vous allez voir qu'on avait par exemple l'avenue Terre Jaune. C'est-à-dire, celui qui a planifié a choisi les routes secondaires qui peuvent aider la population. Mais c'est juste à côté. Au bout du doigt, non, ce n'est pas suffisant. Madame, on n'a pas pendant construit. Les 4 ans et des millions qui sont sortis, ça ne correspond pas. On n'a pas construit Rome en une journée. On ne peut pas construire ce pays délabré, excusez-moi le mot, en 4 ans. On ne peut pas. On ne peut pas finir toutes les routes de Kinshasa, même pas d'une commune en 4 ans. La construction, c'est du temps. C'est l'arrivée des matériels. C'est d'abord les architectes qui font des plans. C'est les matériels qui doivent arriver. C'est le travail de, je ne sais pas comment on dit. Et tout ça, c'est du temps qu'on met pour construire. N'est-ce pas que le gouvernement ou le chef de l'État embrasse trop? Non. Tout à la fois, comme on dit, qui trop embrasse mal l'État. On n'embrasse pas toujours tout. On n'embrasse pas trop, mais seulement chaque activité ou chaque action prend du temps. Ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, on va construire, comme quelqu'un m'a demandé, mais on a promis de construire l'université à Mbandaka. J'ai dit oui. Il dit oui, mais on a donné même la place. J'ai dit oui, mais ce n'est pas tout. Il faut que les topographes travaillent, il faut que les architectes travaillent. Le plan de l'université, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en quelques jours. Il faut que tout cela soit mis en place avant que l'on commence à apporter les matériels. Mais si les topographes n'ont pas encore fini de travailler, si les architectes n'ont pas encore fini d'élaborer le plan de la nouvelle université, etc., pourquoi vous voulez qu'on commence directement à entasser les briques? C'est tout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, il faut se mettre dans la tête de celui qui exécute un plan. Il y a des étapes. Il y a même, comme on dit, des études de faisabilité. Est-ce que ce sol convient pour qu'on puisse construire ici? Ça prend du temps. Construire prend du temps. Et on ne peut pas construire en une fois. Et donc, mais moi, je suis très heureux de voir qu'il y a un pas. Parce qu'il ne faudrait pas toujours regarder un verre à moitié vide. Le verre peut être aussi à moitié plein. Et quand vous regardez un verre à moitié plein, vous allez dire, il y a quelque chose qui se fait, il y a de la volonté, appuyons cette volonté pour qu'on avance. Monsieur Gabi, nous tentons vers la fin de l'émission, mais j'aimerais un peu que vous placez un mot par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, ressemble... Comment elle est gérée? Non, je voudrais simplement dire que ça ressemble à une ville qui est abandonnée à son sort. Comment? Il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur. Il y a un gouverneur. Il y a les ministres provinciaux. J'aurais bien aimé, par exemple, lorsqu'on parle de Kin Bopeto, qu'on nous présente non pas un slogan, mais qu'on nous présente un plan de développement de la ville de Kinshasa, un plan d'assainissement de la ville de Kinshasa, c'est ça qui fait l'efficacité d'un gestionnaire. Hein? Et pourquoi pas un business plan de la ville de Kinshasa?
Oui, être gouverneur, c'est aussi pas seulement être politique, mais c'est aussi gérer. Et le management exige qu'on planifie. Et on doit planifier avec rationalité pour dire que, voilà, ma priorité, si la priorité du gouverneur était l'assainissement de la ville, non, on n'a pas besoin de slogan. On a besoin d'un plan. On a démoli les maisons qui étaient le long de route, non? Oui, justement, lorsque je parle de plan, c'est pour dire que si on va démolir, on devra planifier cela. Si on veut assainir la ville, on doit planifier cela et dire à la population, nous avons un plan d'assainissement. Ce plan a comme axe la démolition, par exemple, de toutes les constructions anarchiques. Ce plan a comme axe la gestion des déchets. Parce qu'on peut faire un plan de gestion des déchets. Mais aujourd'hui, on se réveille le matin, on va prendre un peu on va prendre un peu des immondices, on va mettre là-bas, et puis de l'autre côté, lorsque vous passez derrière l'hôpital de Kitambo, vous trouvez que ça sent mauvais, et puis les gens sont encore là, les immondices sont à vue. Mais la population aussi est responsable, d'une part. La population est responsable, mais la population est canalisée par l'autorité. L'autorité, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on démolit, la population dit « Ah, vous avez quand même... » Il y a des gens qui disent « Vous avez bien fait. » Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que non, il y a quand même quelque chose de salutaire. Mais il faut planifier. Il faut planifier dans la globalité. Il faut donner à la ville un plan de développement. Si ce n'est pas un plan de développement, donner à la ville un plan d'assainissement cohérent qui permet à ce que demain on dise voilà ce qui a été prévu, voilà ce qui est réalisé. Gabriel Boukassa, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous allez devoir regarder la caméra. Oui. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Comme mot de la fin, moi je voudrais plus revenir à la situation sécuritaire de notre pays, juste pour dire encore une fois que aujourd'hui nous sommes à un niveau où tous les Congolais doivent être soudés derrière le chef de l'État et surtout derrière nos forces armées, nos forces armées, pour que nous puissions faire l'échec à l'ennemi. Arrêtons de nous diviser, arrêtons de dire n'importe quoi sur nos militaires, arrêtons de dire n'importe quoi et faisons en sorte que tous les Congolais unis puissent faire échec au plan de l'ennemi, qui est un plan qui a des ramifications au niveau international. Et nous en sortirons très fort. Retenez que notre avenir en dépend, et surtout l'avenir de nos terres. Gabriel Boukassa, c'était pour nous un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie pour ce moment que vous m'avez accordé de partage. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti politique, l'Alliance pour la nouvelle classe politique, ANCL, parti cher à M. Jules Bavon-Mwamba. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Gabriel Boukassa. Il est au cadre du parti ANCL, parti cher à M. Jules Bavon-Mwamba, l'homme de la nouvelle classe libérale que je salue en passant. Merci à votre sympathique attention. Merci à Enoch Mbala. Merci à Light Moutonge. Je ne terminerai pas cette émission sans pour autant remercier. C'est lui qui nous fait souvent de remarques. Il nous suit très souvent. Je l'appelle souvent l'homme modeste Vikingoi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.